Bonsoir, je m'appelle Sébastien Ly et je vous souhaite la bienvenue sur les légendes de Monsieur Ly. J'étais à Avignon il y a quelques jours, en déplacement professionnel pour mon travail de chorégraphe. La ville était en pleine effervescence, celle du festival, des spectacles. Et dans ce tumulte joyeux, j'ai pris une pause, j'ai poussé la porte du Palais des Papes pour découvrir l'exposition de Jean-Michel Autoniel qui s'intitule Cosmos ou les fantômes de l'amour. Les œuvres d'Autoniel, en verre soufflé, en or, en briques translucides, semblent simples au premier regard, des perles, des nœuds, des formes circulaires, comme des objets trouvés dans un rêve. Et pourtant elles forment un cosmos, un espace d'amour, de vide, d'écho. Il y a quelque chose de très doux et de très vaste dans cette exposition, un monde suspendu, comme une pensée entre deux respirations. Et puis il y avait cette référence claire, délicate, récurrente, Pétrarque et l'or. Autoniel évoque cet amour sans échange, cet éclat d'un regard, cette mémoire d'un silence, le lien entre la matière cosmique de ses œuvres et la poésie invisible de Pétrarque m'a profondément touché. Comme si l'amour n'était pas un récit, mais un lieu à traverser. Comme si cette histoire ancienne, presque effacée, continuait de vivre dans la lumière d'un astrolabe en verre, dans la courbe d'un cœur suspendu, dans la chapelle Sainte-Claire. Alors l'envie m'est venue, pas d'écrire une biographie, ni d'écrire une légende, mais de redonner chair et souffle à cette histoire, telle qu'elle aurait pu se vivre, de raconter Pétrarque, non comme un monument, mais comme un homme bouleversé par une femme qu'il n'a presque jamais connue et qui pourtant a transformé sa vie, son regard, son art. Un amour pas exceptionnel dans ce qu'il a vécu, mais exceptionnel dans la manière dont il fut porté. Ce conte est né là, entre deux salles, en suspension, dans la pierre tiède de l'été. Je vous l'offre comme une promenade, une méditation douce, une manière de dire que parfois, un seul regard peut suffire, si l'on sait l'écouter assez longtemps. En route. Avignon, printemps. Les rues vibrent d'un tumulte contenu, entre prières et palabres, poussières et soie. Des ânes croisent des cardinaux, l'air sent l'encens et le cuir chaud, les figues écrasées, les herbes de la Durance. On parle latin sur les marges des palais, mais dans les arrière-cours, on jure en provençal. Depuis bientôt 20 ans, la ville est devenue le cœur déplacé de la chrétienté. Rome, désertée par les papes, s'endort dans des ruines, tandis qu'ici, au bord du Rhône, la cour pontificale brille comme un chandelier dressé sur un tonneau de poudre. Des ambassades arrivent chaque semaine, des reliques, des étoffes, des enfants de chœur venus de France, de Bohême, de Sicile. On construit, on intrigue, on célèbre. Les murs du palais neuf suintent de faste, mais l'éclat masque la fièvre. Partout,
les hommes parlent bas de corruption, de guerre, de signes. Les temps sont instables, comme retenus sur une corde fine. On sent que quelque chose est en train de basculer, qu'un monde ancien s'achève, sans que le nouveau ait encore un nom. Et pourtant dans ce tremblement, un souffle discret s'élève, celui des livres oubliés, des lettres antiques qu'on redécouvre avec une ferveur presque amoureuse. La beauté, la pensée, le doute, ces choses qu'on croyait réservées aux saints, recommencent à parler à l'oreille des hommes. Un silence se fend, un siècle respire. C'est dans ce monde à la fois saturé et neuf, entre le parfum du myrrhe et le gémissement des pierres, qu'un jeune homme va croiser une femme et que tout va se replier autour d'un regard. Ce siècle, on croyait le connaître. Il y avait des rois, des dogmes, des murailles, mais en 1327, sous la clarté trompeuse des orgues et des blasons, les certitudes craquent comme du bois trop sec. Le savoir quitte les monastères, les mots se libèrent, on ose relire Sénèque, redire Virgile, réentendre le murmure des païens dans la lumière des cloîtres. Ce ne sont plus seulement des textes, ce sont des failles dans le temps, des appels. L'Europe est encore couverte de croix et de silence, mais des hommes, un à un, commencent à lever les yeux vers la pensée, vers le corps, et vers l'idée qu'il est possible de penser par soi-même sans trahir Dieu. Ce n'est pas encore un cri, c'est un frisson. On l'entend dans les jardins clos des couvents, dans les salles d'études, dans les marges des manuscrits. Quelque chose d'ancien revient, quelque chose de neuf commence, un temps de passage, de vertige. Francesco Petrarca est de ceux qui entendent. Il n'a pas encore écrit ses grands poèmes, il est jeune, fébrile, tiré entre les injonctions du père et l'appel d'une autre vie. Il aime les livres d'un amour vorace, presque physique. Il lit pour vivre, il lit pour se défaire de ce qu'on lui a appris. Déjà, les mots de Cicéron le poursuivent dans ses rêves. Mais ce qu'il cherche encore, c'est un feu, quelque chose qui ne s'apprend pas dans les textes, quelque chose qui ne s'explique pas, mais qui transforme. Il ne sait pas encore qui va le trouver, ni que ce feu aura un nom. Ce monde en apparence solide commence à composer, commence à poser des questions qu'on n'osait plus formuler depuis longtemps. Qu'est-ce qu'une vie juste? Peut-on croire et douter en même temps? L'amour est-il un chemin vers Dieu ou un piège de la chair? Les églises répondent par des dogmes. Les philosophes, eux, commencent à écrire entre les lignes. Et les poètes, eux, cherchent. Ils sentent que les anciens ne sont pas morts, que le souffle d'Homère, la voix de Catulle, le regard de Lucrèce peuvent encore brûler les lèvres. Mais les temps sont dangereux, le pouvoir est instable, la peste rôde déjà à l'horizon,
Les hommes meurent jeunes et les idées longues ne paient pas. On chante encore la Vierge, mais on rêve en silence à d'autres déesses, plus troubles, plus incarnées. À Florence, à Naples, à Padoue, certains s'emparent du vulgaire, cette langue du peuple, pour dire ce qu'ils n'osent plus écrire en latin. La peur, la beauté, la perte. Pétrarque est de ces corps écartelés, fils d'un notaire florentin banni, élevé entre les frontières, éduqué dans le droit, mais habité par la musique des mots. Il n'appartient à personne. Il récite les psaumes, mais rêve à Didon. Il admire les martyrs, mais sent que la vérité se cache peut-être dans la chaleur d'une nuque, le frémissement d'un voile. Il pressent que le temps n'est plus à choisir entre l'âme et le monde, mais pour cela, il lui manque encore un déclencheur, un visage, une apparition, une faille douce dans l'ordre des choses. Avant de devenir le nom que retiendra l'histoire, Francesco Petrarca est un jeune homme comme tant d'autres, avide, inquiet, traversé de soif. Il est né en exil, entre des terres qui ne l'accueillent jamais tout à fait. L'Italie pour lui est un rêve morcelé. Il cherche à s'élever, oui, par la gloire, par l'étude, par la langue, mais il est encore plein de boue et de fièvre, malheureux dans les cours qu'il fréquente, sans attache véritable. Il se forme au droit à Bologne, mais la rigueur des lois ne suffit pas à contenir le tumulte intérieur. Il abandonne, revient à Avignon, lit la nuit, écrit le matin, doute à chaque heure. Déjà son esprit est vaste, trop vaste pour ce qu'on attend de lui. Il commence à construire ce qu'il appellera plus tard le monument invisible de sa vie, une œuvre faite de fragments, de douleurs retenues, de visions. Mais ce n'est pas encore poète, pas tout à fait. Il est en attente de l'épreuve qui le brisera. Il le pressent. Il ne sait pas ce qu'il attend. Peut-être une idée, un voyage, une illumination, ou peut-être quelqu'un, quelqu'un qui renverse le cours de son cœur, quelqu'un qui, sans un mot, lui donne l'exacte mesure de sa solitude. J'étais plein de moi-même, et pourtant vide de tout. Alors, elle est apparue. Ce matin-là, c'est un vendredi saint, l'air est doux, le ciel pâle, les cloches appellent les fidèles. Pétrarque entre à l'église Sainte-Claire sans raison particulière. Il cherche un peu de paix, ou peut-être rien. Il n'attend pas de révélation. Il ne sait pas qu'elle vient. Il s'assoit, regarde, s'efface, et puis elle passe. Une femme, une robe claire, un port simple mais d'une grâce si nue qu'elle blesse les yeux. Elle ne le regarde pas, elle ne le connaît pas, elle est là seulement, et cela suffit pour que le monde bascule sur son axe. L'instant est ordinaire pour tous, mais fondateur pour lui. Il ne sait pas son nom,
mais déjà elle devient une syllabe dans sa gorge, une brûlure douce, une question posée au reste de sa vie. J'entrais homme, j'en sortis dévasté, et je n'avais encore rien vécu. Un souffle, rien de plus, une silhouette qui traverse la nef, au rythme lent de celles qui savent où elles vont. Il y a du silence autour d'elle, et pourtant elle ne fait que marcher. Il ne la voit pas vraiment, pas encore. C'est avant tout un mouvement, une façon de se tenir, puis un éclat, la robe pâle, l'or discret d'une boucle, le visage à peine tourné, et soudain tout devient plus lent. Le monde continue, les voix montent, les cierges tremblent, mais lui ne respire plus. Il ne sait pas pourquoi, il ne comprend pas ce qui l'atteint. Il n'y a pas de miracle, pas de voix céleste, juste une femme debout dans la lumière et quelque chose qui en lui se fend. Ce n'est pas un grand amour, pas encore, c'est un choc silencieux, comme on en a peut-être toutes et tous connu, un regard qu'on n'attendait pas, un instant qui vous prend le cœur à revers. Rien ne commence vraiment, rien ne s'explique, et pourtant tout bascule. Je n'ai pas vu un ange, j'ai vu une femme, et j'ai su que ma vie entière ne suffirait pas à la contenir. Il ne pense pas encore à écrire, il ne pense pas vraiment à la gloire, il ne pense même pas à l'amour, il est juste là, suspendu, devant quelque chose de plus grand que lui, et pourtant si proche. Elle n'a rien fait, elle a juste été là, et peut-être que c'est cela le secret. L'amour n'est pas ce qui nous distingue, c'est ce qui nous relie au reste du monde, si l'on a le courage d'ouvrir les yeux. Il l'entend avant de le savoir, le murmure d'un nom échangé derrière un voile, dans l'écho discret d'un cloître ou le pli d'un salut. L'or. Ça glisse dans sa mémoire comme une eau calme, 4 lettres. Il ne sait rien de plus, pas l'âge, pas l'histoire, pas l'épaisseur des jours, seulement un nom qui laisse une trace, comme un doigt posé sur une vitre embuée. Il ne la suit pas, il ne l'aborde pas, il la regarde passer, de loin, dans la lumière incertaine des fins d'après-midi. Parfois elle marche sous les arcades, seule, parfois elle entre dans une boutique ou s'attarde sur une étoffe. Elle ne fait rien d'exceptionnel, elle vit et c'est justement ça, ce qu'elle touche devient précis, ce qu'elle traverse prend une couleur plus nette. L'air autour d'elle semble retenu, comme s'il voulait s'attarder. Les feuillages bougent à peine quand elle passe, les marches ne résonnent plus de la même façon. Il ne sait pas encore pourquoi ça le trouble. Il ne cherche pas, il n'analyse rien, il s'imprègne d'un parfum, d'une façon de tourner le visage, d'une absence d'agitation. C'est dans le creux des gestes qu'il commence à écrire.
Elle disait peu, mais les choses parlaient autour d'elle. Il ne pense pas à l'avenir, il n'imagine pas de suite, il ne rêve pas de promesses, il goûte l'instant, comme on garde une figue mûre entre les doigts, sans la presser. Ce n'est pas un amour, pas encore. C'est une note qui continue de vibrer, bien après que la voix s'est tue. Parfois elle traverse la place des herbes en fin de matinée, le soleil descend le long des murs, elle avance à pas égaux, le buste droit, les mains calmes, une ligne invisible semble l'accompagner, comme si l'air lui-même se souvenait de son passage. Lui, il s'arrête sans y penser, il observe, sans tension, juste le désir de voir, de retenir. Chaque détail devient un passage, une mèche d'or sous le châle, un pli dans la manche, la façon dont son regard se pose sur une marchande de fruits, puis s'en va. Ce ne sont pas des signes, mais des présences. Elles s'accumulent en lui, silencieusement, comme des grains dans un sablier renversé. Il ne cherche pas à comprendre, il accueille. Ses mains s'ouvrent parfois, seules, comme si un vers voulait sortir. Le mot ne vient pas toujours, mais le rythme commence à se former, quelque part entre la gorge et la poitrine. Ce qu'elle laisse derrière elle, il le recueille. Ce n'est pas une image, ce n'est pas un rêve, c'est une pulsation du réel, à peine visible, mais assez forte pour que l'encre en garde la trace. Elle marchait, et le jour s'ouvrait doucement autour d'elle. Lui ne bouge pas, il laisse filer le moment comme un animal timide, qu'il ne faut ni appeler ni retenir. Une douce tension demeure, pas dans la pensée, dans les épaules, dans la cage thoracique. Quelque chose s'installe. Il ne sait pas encore que c'est le début d'un chant. La ville se tait sous le poids de l'été, le soleil tombe lourd sur les pierres, et les rues semblent dormir, sauf quelques persiennes entr'ouvertes, une fontaine qui murmure, le pas d'une mule sur le pavé. Il est seul dans une pièce fraîche, adossé à un mur, et devant lui, une page. Pas une œuvre, pas un projet, juste une page blanche, posée là, comme une porte qu'on n'a jamais franchie. Un instant, il reste suspendu. L'air circule lentement. Le souvenir de son visage s'impose sans effort, net, calme, non pas comme une image qu'on convoque, mais comme une évidence. Ce jour-là, elle avait tourné la tête vers un enfant qui chantait. Rien de plus. Mais ce geste, cette lumière, restait en lui comme un reste de miel sur la langue. Alors il écrit, pas encore un poème, une phrase, quelques mots, une esquisse, maladroite peut-être, mais vibrante.
Il ne cherche pas à la décrire, il veut seulement retenir la sensation de sa présence pour ne pas la perdre. Son regard ne pesait sur rien, pourtant je m'y suis senti tenu, comme une flamme retient la nuit autour d'elle. C'est la première fois, et quelque chose change. Ce qu'il croyait passager devient durable, ce qu'il croyait diffus devient précis. Elle prend forme sous l'encre, elle existe autrement ailleurs, non plus seulement dans les rues d'Avignon, mais dans un lieu sans raison, que seul le poème peut accueillir. Il relit ce qu'il vient d'écrire, il ne juge pas, il laisse faire, et sans le décider, il commence un livre. La saison avance, les feuillages changent de densité, les fontaines chantent plus doucement, l'air devient plus lourd dans l'après-midi, plus frais le matin. Il la voit parfois à peine, de loin. Elle marche, elle entre, elle s'arrête. Parfois elle lève les yeux vers le ciel ou ajuste son voile. Ce sont des gestes simples, mais dans son corps à lui, quelque chose se soulève à chaque fois. Pas une tempête, une vague lente, une certitude. Il n'attend rien, il ne tente rien, il reçoit. Et puis le soir, il récupère les traces. Il rouvre le carnet, il y ajoute quelques vers. Il ne travaille pas encore pour les autres. Il écrit pour contenir la chose douce et indomptable qu'elle laisse derrière elle. Ce qu'elle m'offre sans le savoir, je le garde là où les mots deviennent silence. Chaque jour est différent, mais elle redevient source. Le poème se forme comme un fil tenu entre les heures, tendu par l'absence, coloré par l'éclat d'un souvenir. Il la réinvente un peu, peut-être. Il l'amplifie, il la précise, mais toujours il part de ce qu'il a vu, du réel, doux, fragile. Il ne cherche pas à figer, il cherche à prolonger, à transmettre la lumière qui naît quand elle traverse la rue, quand elle soulève un pan de tissu, quand son ombre s'étend sur une marche d'église. Il n'y a pas de grands événements, il y a la persistance d'une émotion, la régularité d'un mystère, la beauté d'un trouble qui ne se dissipe pas. Elle vit sa vie, lui vit autour d'elle. Un matin, il se retrouve au marché, près des jarres d'argile vernissées. L'air est déjà tiède, saturé d'odeurs d'herbes fraîches, de pain encore chaud, de laine humide. Elle passe à quelques pas. Il ne l'attendait pas. Elle s'arrête devant un étal de fruits, penche légèrement la tête. Son profil s'offre à la lumière, net, doux. Une femme l'appelle. Elle répond. Sa voix est calme, claire. C'est la première fois qu'il l'entend.
Il ne comprend pas tout de suite ce qu'elle dit. Ce qui reste, c'est le timbre, la fluidité, l'étrange paix que cette voix dépose dans sa poitrine. Il se retourne à peine, il ne veut pas troubler l'instant. Il reste là, immobile, à écouter, un mot latin, il ne sait même plus lequel, peut-être un simple oui, mais ce mot, dit par elle, entre en lui comme une clé dans une serrure trop longtemps rouillée. Et puis plus tard, un autre jour, il croise son regard, court, mais il est pour lui, il en est sûr. Pas un hasard, un regard plein, ténu, puis relâché, comme une corde lâchée d'un seul doigt. Le corps entier de Pétrarque s'en souvient. Il ne cherche pas à provoquer ces rencontres, il les laisse venir, il les recueille, comme on recueille l'eau qui perle sous une pierre. Peu, lentement, mais assez pour apaiser la soif. Dans ses carnets, la voix entre, le regard entre. Il n'écrit pas pour raconter, il écrit pour loger l'éclat dans une forme. Elle m'a regardé, le monde depuis a changé de poids. Ces rares échanges, un mot, un sourire, un souffle, deviennent des chapitres entiers, non parce qu'ils sont grands, mais parce qu'ils contiennent tout ce qui manque. Laure vit sa vie, elle marche parfois au bras d'un homme, son mari sans doute, ou bien elle discute, debout sous les arcades, un panier au creux du bras. Elle entre dans l'église, ressort, salue, écoute, poursuit. Ses journées semblent pleines, tissées d'habitude, d'une sérénité discrète qui impose le respect. Elle n'a rien d'exceptionnel, et pourtant, dans chaque espace qu'elle traverse, quelque chose demeure après elle, comme une traînée de lumière légère. Lui, il s'éloigne du monde, il ne quitte pas la ville, mais il se retire peu à peu de la parole commune. Les conversations lui glissent dessus, il parle moins, il regarde plus, il note des fragments. Parfois, dans la foule, un détail l'arrête, la couleur d'un ruban, la voix d'un enfant, une pierre chaude sous sa main, parce que tout cela pourrait l'avoir frôlé. Il tisse son poème non avec ce qu'il possède, mais avec ce qu'il devine, ce qu'il laisse venir, ce qui ne lui appartient pas. Elle ne le regarde plus, peut-être ne l'a-t-elle jamais vraiment regardé, mais cela ne change rien, car l'amour ne dépend pas de la réponse. Il se construit dans le regard que l'on pose, dans l'espace qu'on laisse vivre entre soi et l'autre. Il ne cherche pas à combler cette distance, il la prend, il s'y installe, il s'en nourrit, il en fait un espace habitable. Je n'avance pas vers elle, mais chaque chose que je vois semble parler d'elle. Il continue d'écrire, non pour être lu,
mais pour que son cœur ait un endroit où se déposer, loin de la place publique, des murs du palais, des sermons trop sûrs. Il n'a pas besoin qu'elle sache, il a seulement besoin qu'elle existe et qu'en elle, le monde se tienne mieux. Il n'y a pas de jour précis, pas de moment d'évidence, mais à force d'écrire, de noter, de reprendre un mot, de polir un vers, quelque chose s'organise. L'écriture ne se contente plus de retenir un instant, elle commence à dessiner un espace, un souffle, une manière de traverser le monde. Le poème ne suit plus l'émotion, il l'augmente, l'élève, la révèle. Le soir, il relit ce qu'il a écrit les semaines précédentes, des sonnets d'abord disjoints, posés au hasard des pages, puis il commence à les rassembler. Il les relit en silence. Il sent une tension qui circule entre eux comme une rivière souterraine. Il comprend que ce n'est pas une série de poèmes, c'est un seul long chant, coupé en fragments, mais uni par une voix, la sienne quand il la regarde. L'or devient plus que l'or. Elle prend une place dans le langage, non comme une image figée, mais comme un mouvement, un principe d'ordre et de feu. Elle lui donne la forme du vers, la musique intérieure, l'équilibre des contraintes. L'amour ne se dit pas, il s'orchestre. En l'écrivant, je ne l'enferme pas, je la rends aux heures. Il ne le dit à personne, il écrit comme on construit une chapelle dans la forêt, sans témoin, sans dessein de gloire. Il cherche l'accord parfait entre le souffle et la lumière. L'or devient la vibration autour de laquelle tout s'accorde. Il ne la possède pas, il habite son absence. Elle continue d'exister, elle traverse les rues, elle salue une connaissance, elle échange quelques mots à la sortie d'une église. Parfois, il croit entendre son rire, court et clair, dans la rumeur d'un jardin. Tout est simple, tout est réel, et pourtant tout glisse vers autre chose. Dans ses poèmes, elle ne parle pas, elle n'agit pas, mais elle résonne. Son visage ne se fige jamais, il le laisse ouvert, poreux, traversé par le temps. Il n'en fait pas une idole, il n'en fait pas un lieu, l'or devient un point de passage entre le monde et ce qu'il ne montre pas. Il ne la nomme pas toujours, parfois elle n'apparaît qu'en creux, dans un souffle, un verbe réfléchi, une image de feu clair ou d'eau difficile. Elle est là sans y être, et c'est précisément cela qui l'élève, non parce qu'elle serait divine, mais parce qu'elle révèle la beauté terrestre à sa limite. Elle porte le monde comme on porte une lampe, sans le vouloir, sans le savoir. Il ne pense pas à Dieu ni à la théologie, il ne cherche pas l'éternel, il cherche la justesse du silence entre deux mots,
la ligne fine où le corps d'une femme devient musique. Ce n'est pas un culte, c'est un accord. Chaque chose qu'elle touche le traverse à distance. Elle reste dans la ville, mais en lui, elle entre dans un autre espace, plus large, plus nu, plus tendu vers les purs. Ce qu'il écrit ne veut rien prouver. Ce qu'il vit ne cherche pas de réponse. C'est un amour qui éclaire sans interroger. Le temps a passé, les saisons ont tourné, les vers se sont multipliés, le livre a grandi. Elle est toujours là, dans la ville, dans les rituels, dans l'air. Elle ne sait rien de ce qu'il écrit, ou si elle le sait, elle n'en dit rien. Elle vit, lui aussi d'une certaine manière, mais pas dans la même lumière. Il l'observe parfois, sans se cacher, sans insister. Elle croise son regard, peut-être, ou le traverse. Elle parle à d'autres, elle rit, elle écoute, elle s'éloigne. Lui ne s'attarde pas. Il sait, il a cessé d'attendre un signe. Le lien ne passera pas par elle. Il passera par ce qu'elle a laissé en lui et par ce qu'il a su en faire. Il n'y a pas d'amertume, il y a cette sorte de calme étrange que donnent les choses irrémédiables. Il continue à écrire, mais quelque chose a changé. Il ne l'élève plus pour l'atteindre. Il écrit pour la garder vivante, un peu en dehors du monde, mais tout près du souffle. Elle ne m'aime pas, et pourtant elle m'a fait devenir tout ce que je suis. C'est là sans doute que naît la grandeur de cet amour, dans le renoncement sans colère, dans l'acceptation d'un mystère qui ne se résoudra jamais. Il ne cherche plus à combler la distance, il y habite, il la travaille, il en fait une matière tendre, lumineuse, offerte. L'or ne lui a rien donné, et pourtant il lui a donné l'essentiel. Un regard à porter, un feu à contenir, un rythme à tenir. Il n'a rien reçu, il a reçu l'absence, et il en a fait un chant. Le 6 avril 1348, le vent tourne. Il ne fait ni froid ni grand soleil, la lumière est grise, diffuse, la peste emporte des corps entiers, des rues entières. Les noms s'effacent des registres plus vite que les encres ne sèchent, et ce jour-là, à la même heure, au même lieu que 21 ans plus tôt, l'or meurt. Il l'apprend sans fracas, une voix lui dit, une note l'écrit, il lit, il reste debout, tout devient immobile autour de lui, non figé mais suspendu comme si le temps avait cessé de se produire. Elle n'était plus là, elle ne marchera plus dans la ville, elle ne frôlera plus l'air. Son nom, désormais, n'a plus de corps pour l'habiter. Quelque chose s'efface, oui, mais autre chose surgit, une clarté plus nue, plus grave. Il la sent en lui comme une lumière sans point d'origine, une présence plus dense encore que l'ombre. Elle n'est plus visible, mais elle rayonne,
dans un espace plus vaste. Il écrit, d'abord lentement, puis avec une force calme. Il n'écrit pas sa mort, il écrit ce qui reste après elle, le vide qu'elle laisse, la résonance des lieux qu'elle a traversés, les phrases qu'elle ne dira plus. Elle entre dans le livre d'une autre façon, non plus comme une apparition, mais comme une mémoire active, comme un souffle qui façonne encore la forme du verre. Elle s'est retirée du monde, et le monde, depuis, n'a plus jamais été tout à fait réel. Il ne cherche pas à la rejoindre, il ne croit pas à l'union après la mort, mais il transforme l'absence en chant, une mélodie grave, faite de manque, de fidélité, d'extrême tendresse. Et c'est dans cette musique-là que l'or commence à durer. Après la mort de l'or, il ne s'effondre pas, il s'assoit, il relit, il corrige, il ajoute. L'écriture devient plus lente, plus précise, plus tendue. Ce n'est plus un élan, c'est une tâche, une forme de prière faite de retours, de reprises, de silences posés à la bonne place. Il n'écrit pas pour consoler, il écrit pour tenir debout avec elle. Le matin, très tôt, alors que la ville dort encore, il reprend les vers anciens. Il les lit à voix basse, il les ajuste, une virgule, un mot trop dur, une image qui l'adoucit. Chaque poème devient un lieu où elle respire encore un peu. Le soir, il noircit de nouvelles pages. Il ne décrit plus l'or, il la tisse dans la mémoire du monde. Je travaille son absence comme un jardinier travaille une terre après l'hiver. Rien ne pousse, mais tout se prépare. Il ne cherche plus à figurer l'or, mais à entendre ce qu'elle a déplacé en lui. Ses poèmes changent de rythme, moins de fièvre, plus de souffle, moins de brûlure, plus de lignes. Il avance comme un artisan, avec patience, avec amour. Ce qu'il bâtit maintenant n'est pas pour elle, ni pour lui. C'est pour ce qui reste, pour ceux qui tremblent encore dans la lumière. Il écrit pour ceux qui n'ont pas su dire, pour ceux qui ont aimé dans le silence et qui n'ont gardé que cela. Et dans chaque vers, elle est là, non pas comme une figure, mais comme la courbe même de la phrase. Il marche souvent seul dans les campagnes autour d'Avignon, sur les hauteurs d'Arquois, dans le sentier pierreux où les herbes sèches craquent sous les pas. Il écoute, pas le vent, pas les oiseaux, quelque chose d'autre, un silence épais, vivant, comme un tissu tendu entre lui et ce qui fut, une sorte de présence qui ne dit pas son nom, mais qui tient l'espace en équilibre. Elle n'est plus, mais elle se tient dans les marges, dans la façon dont la lumière tombe sur une colonne, dans le soupir des pins en été, dans l'air chaud d'une pièce restée close. Pas un souvenir, pas une hallucination, une vibration,
une manière qu'a le monde maintenant de répondre à sa pensée. Il n'interroge pas, il perçoit. Elle s'est retirée du visible, mais elle continue de faire poids dans chaque chose. Son écriture suit ce fil. Il n'a plus besoin d'images. Il ne la compare plus à une fleur, à une étoile, à une source. Il la laisse traverser le poème sans y être nommée. Elle est dans le pli du vers, dans la cadence respirée, une poésie qui n'élève pas, mais qui accorde, une poésie non pour séduire, mais pour faire place. Le deuil devient un mode d'être, non une tristesse, mais une forme d'alignement. Il continue d'écrire pour rester en correspondance, pas avec l'or telle qu'elle fut, mais avec celle qu'elle est devenue, une courbe dans le souffle, un intervalle dans la lumière. Il ne cherche plus à la rejoindre, il cherche à tenir le lien, comme on veille une flamme sans feu, une chaleur sans nom. Il regarde parfois ce qu'il a écrit, non pas pour s'y replonger, mais pour voir le chemin, pour mesurer la transformation lente qui s'est opérée. Il ne cherche plus l'or dans ses vers, car elle est là, partout, sans avoir besoin d'être dite. Elle est entrée dans la langue comme une respiration, comme une hauteur nouvelle qu'il porte désormais dans tout ce qu'il écrit. Il ne se demande pas ce qu'aurait été leur vie si elle l'avait aimé. Il ne pense pas à ce qui a manqué. Il regarde ce que cela a construit, une forme intérieure, une justesse, un lien au monde plus vaste, plus fin. Il se sent plus lourd parfois, mais c'est un poids qui l'aligne. Ses mains ont vieilli, son regard est plus lent, il parle peu, il lit, il médite, il écoute les choses avant de leur répondre. Il a cessé de courir après la reconnaissance. Ce qu'il a donné à l'amour, l'amour le lui a rendu autrement, par la tenue, par le rythme, par une capacité à traverser sans céder. Je l'ai aimé et l'amour m'a façonné comme la mer façonne les pierres, sans violence, par la répétition. Il ne pense plus à l'or tous les jours, mais tout ce qu'il est vient d'elle, par elle, autour d'elle. Non comme une blessure, mais comme une courbe intérieure, une architecture muette. Il sait maintenant qu'il n'a pas vécu un amour malheureux, il a vécu un amour vaste, et c'est cela qui compte. Des siècles ont passé, les pierres d'Avignon ont changé de couleur, les manuscrits ont jauni, les visages se sont perdus. On ne sait plus qui était l'or, on ne sait pas avec certitude son nom, sa voix, sa maison, mais son absence, elle, brille encore dans les vers de celui qui l'a regardé. Ce qu'il a transmis, ce n'est pas une histoire d'amour, c'est une manière de tenir l'amour, une manière d'aimer sans retour, sans drame, sans emprise, d'aimer avec soin, avec lenteur, avec rigueur, une manière de devenir digne du trouble et de l'honorer par le travail, la parole, le silence.
Il n'a pas fait de son amour une légende, il en a fait une œuvre. Et dans cette œuvre, ce qui nous touche, ce n'est pas seulement l'or, c'est notre propre mémoire éveillée, ce frisson que nous avons connu, ce regard que nous avons croisé un jour, cette personne qui, sans le savoir, a déplacé notre centre, ce moment où l'on n'était plus tout à fait nous-mêmes, mais autres, plus fragiles et plus vastes. Il suffit parfois d'un regard pour que tout ce qu'on croyait figé commence à respirer autrement. Le lien entre Pétrarque et l'or ne vaut que parce qu'il fut rare. Il vaut parce qu'il fut offert entièrement. Et c'est cela qu'il nous lègue, la preuve que tout amour, même ignoré, même à peine frôlé, peut devenir plus grand que la vie. Il ne nous demande pas de devenir poète, il nous demande de devenir attentif et de laisser, si l'occasion se présente, une trace douce et durable dans le monde. L'amour me pousse et me rend en même temps si pensif que je vais cherchant partout comment a pu naître dans un cœur noble, chose si obscure et d'un aspect si grand. Et c'est ainsi que s'éloigne le chant de Pétrarque, non terminé car l'amour vrai ne se clôt jamais. Il continue de vibrer dans les rues d'Avignon, dans les verreries suspendues d'un astrolabe, dans les vers d'un cahier froissé, et dans le souvenir d'un regard qui n'a jamais vraiment répondu, mais qui a suffi à faire basculer une vie entière. Peut-être avez-vous, vous aussi, un nom gardé dans le silence, peut-être avez-vous écrit sans oser envoyer, ou simplement regardé et porté ce regard longtemps. Si cette histoire a remué quelque chose en vous, je vous invite à vous abonner à la chaîne. D'autres contes viendront chaque semaine, chaque dimanche à 19 heures, pour poser des mots sur ce que le monde ne dit pas toujours. Laissez un like si ce voyage vous a accompagné et surtout écrivez-moi en commentaire. Avez-vous, vous aussi, traversé un amour silencieux? Ou peut-être souhaitez-vous simplement laisser un prénom, celui que vous n'avez jamais oublié? Je lirai tout et répondrai, comme on répond à une voix dans le soir. À bientôt pour une nouvelle légende, et d'ici là, gardez les cœurs ouverts, toujours. À bientôt.